Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Problématiques et controverses de l'ethnopsychiatrie française. L'approche analytique de la psychiatrie fondée sur l'universalité du psychisme et sur l'existence d'invariants psychiques sous-entend une primauté du psychisme sur la culture. Cette ethnopsychiatrie, branche de la psychiatrie analytique, connaît une tendance actuelle qui donne une place à l'influence culturelle jusqu'à aboutir à une ethnopsychanalyse complémentariste dont les objets sont communs à l'ethnologie et à la psychanalyse. Cette tendance est née de l'approche des maladies mentales dans des sociétés non occidentales par des psychanalystes et des anthropologues. Plus récemment, un courant ethnopsychiatrique subordonne le psychisme à la culture en raison de la difficulté des services psychiatriques classiques à prendre en charge les malades mentaux et les déviances comportementales dans les populations migrantes. Cette approche s'inscrit dans un radicalisme du relativisme culturel tout en posant dans l'espace public et sur le plan politique le problème de la prise en charge des troubles mentaux chez les immigrés. L'ethnopsychiatrie française, centrée sur le rapport psychisme-culture, a développé deux courants radicalement opposés. Le premier, fidèle à la psychiatrie académique sous sa forme psychanalytique, reconnaît les problèmes sanitaires posés par l'immigration et s'appuie sur l'universalisme du fonctionnement psychique tout en identifiant parfois des facteurs culturels dans l'expression, l'apparition et l'évolution des troubles mentaux. Le second, qui prône un radicalisme culturel, critique l'universalisme et ses institutions, éducation, médecine, justice, pour développer une psychothérapie des migrants conforme à leur culture d'origine, tout en plaçant celle-ci et ses guérisseurs sur un pied d'égalité avec les psychiatres occidentaux. Entre ces deux approches se sont développés d'autres courants moins radicaux. Le débat se déplace du sujet immigré aux autochtones des ethnies non occidentales. L'effort fourni par des universalistes partiels, dont l'absolutisme est tempéré par un savoir anthropologique, tente à réaliser des compromis avec un autre courant qualifié de partiel, issu du culturalisme. Ce dernier, influencé par l'anthropologie interprétative, s'intéresse, comme on le verra tout au long de ce travail à travers les différents thèmes traités, étiologie, psychopathologie, troubles de la personnalité, maladies psychiatriques et expertise ethnopsychiatrique, au sens que les autochtones occidentaux et non occidentaux donnent à leur souffrance. Cette ethnopsychiatrie a pour objectif principal la compréhension des symptômes d'autrui, selon ses conceptions et ses représentations culturelles. Cette approche, critique à l'égard des relativistes radicaux et des anti-relativistes, émerge progressivement dans le champ de la recherche ethnopsychiatrique française. L'enjeu du débat se retrouve sur la scène publique à propos de la prise en charge thérapeutique des pathologies mentales des immigrés en France. L'ethnopsychiatrie est ainsi interpellée par des questions de nature idéologique qui dépassent son domaine médical pour investir le champ social. Cette approche culturelle de la maladie mentale génère des questions d'ordre social et politique dont les différentes réponses sont à l'origine de polémiques et de controverses récentes relayées par les quotidiens nationaux. D'où la nécessité de synthétiser cette psychiatrie de l'autre, ses courants et la place de la culture dans l'apparition, l'expression et l'évolution des maladies mentales. L'ethnopsychiatrie, par sa pluridisciplinarité, psychiatrie et ethnologie, a été désignée par de nombreuses appellations: psychiatrie transculturelle, psychiatrie métaculturelle, psychiatrie interculturelle, psychiatrie intraculturelle, psychiatrie culturelle, psychiatrie exotique, ethnopsychiatrie psychanalytique, anthropologie psychanalytique, anthropologie psychiatrique, ethnopsychanalyse, ethnopsychanalyse complémentariste, psychiatrie immigrée, psychiatrie des peuples, psychiatrie populaire, folk psychiatry, cross-cultural psychiatry, psychiatrie sauvage, psychiatrie indigène, psychiatrie coloniale, psychiatrie post-coloniale, psychiatrie comparative, psychiatrie comparée, psychiatrie différentielle, psychiatrie sociale, sociologie des maladies mentales, tradithérapie. Ces appellations, à caractère plus ou moins idéologique, psychanalytique ou anthropologique, expliquent à elles seules la difficulté de définir cette branche de la psychiatrie. De nombreux auteurs se sont intéressés à cette psychiatrie culturelle. Différentes publications, souvent rédigées par des psychiatres, défendent une approche médicale de l'ethnopsychiatrie, alors que peu d'écrits d'ethnologues décrivent l'approche anthropologique de cette discipline. Un état des lieux de l'ethnopsychiatrie française est devenu nécessaire pour comprendre les polémiques actuelles entre les deux radicalismes, universaliste et culturaliste,
qui constitue le terreau de l'émergence d'une approche culturelle critique, représentée par une ethnopsychiatrie compréhensive. Historique. L'ethnopsychiatrie est une discipline aussi vieille que la médecine elle-même. E.F. Ellenberger signale qu'Hippocrate mentionne la maladie des Scythes, nomades de Russie, qui devenaient impuissants et adoptaient le mode de vie et la manière d'être des femmes. Hippocrate explique cette pathologie par les effets du climat, de l'alimentation et du genre de vie de cette population. L'ethnopsychiatrie en tant que branche autonome de la psychiatrie a été désignée au début du XXe siècle par Craquelin sous le terme « psychiatrie comparative ». Cet auteur avait remarqué la rareté de la mélancolie et de la manie à Java, et soulignait que la description des maladies mentales contenues dans nos ouvrages classiques et nos manuels était basée uniquement sur l'observation et l'examen des malades mentaux occidentaux, alors que les symptômes des mêmes maladies diffèrent souvent chez les autres peuples. Cette psychiatrie comparative entendait recenser les diverses expressions de la pathologie psychiatrique dans l'ensemble des aires culturelles de la planète. En 1871, l'anthropologue Taylor donna une définition ethnologique de la culture. Elle est ce tout complexe qui comprend la connaissance, la croyance, l'art, la morale, le droit, la coutume et toutes les autres capacités acquises par l'homme en tant que membre de la société. En imputant aux facteurs culturels une influence dans l'expression ou le déterminisme des maladies mentales, le comparatisme psychiatrique ouvrait un axe de recherche pluridisciplinaire comprenant la psychiatrie et l'ethnologie. Cette perspective rejoint le projet de Broca, datant de 1859, d'une anthropologie générale réunissant des disciplines relevant des sciences de la nature, de la culture et du langage. Les diverses appellations de l'ethnopsychiatrie citées plus haut concernent une discipline qui a pour but d'appréhender le malade mental dans sa culture ou en tenant compte de celle-ci. Si ces approches divergent au-delà de leur intitulé, c'est parce qu'elles abordent différemment leurs objets, à savoir la maladie mentale et la culture. Ainsi, l'ethnopsychiatrie vue sous l'angle de l'anthropologie psychanalytique considère Freud comme son principal fondateur. Les tentatives anthropologiques de celui-ci apparaissent dès les premières lettres à Fliss, 1887 à 1902, en passant par Totem et Tabou 1913, L'avenir d'une illusion 1927, Malaise dans la civilisation 1929, jusqu'à son dernier livre Moïse et le monothéisme 1938. L'approche anthropologique de Totem et Tabou est expliquée par F. Laplantine de la manière suivante. S'il est vrai que la vie sociale de nos ancêtres est dominée par le respect du totem et la vie psychique des enfants est névrosée par la crainte de transgresser le tabou, il existe alors une relation étroite entre les primitifs, les névrosés et les enfants et par réfraction entre le champ anthropologique et le champ psychanalytique. C'est Geroheim, psychanalyste et ethnologue, qui, en s'appuyant sur le noyau anthropologique du freudisme, fonda l'ethnopsychanalyse, qui avait pour objectif de retourner les matériaux ethnologiques utilisés pour en faire surgir la permanence de l'intelligibilité symbolique. G. Devereux, lui aussi psychanalyste et ethnologue, développa une ethnopsychiatrie complémentariste qui repose sur la communauté des objets de l'anthropologie structurale et de la psychanalyse malgré la diversité de leurs points de vue. En France, Laplantine, psychiatre et ethnologue, s'inscrit en digne héritier de la démarche de Devereux. Parallèlement au développement de cette anthropologie psychanalytique, une ethnopsychiatrie culturaliste est née, subordonnant le psychisme à la culture. Déjà en Allemagne, en 1930, Turnwald inaugurait l'étude des conséquences du contact entre races et cultures de niveaux différents. M.J. Herskovit et surtout Accardinet développèrent le culturisme selon lequel la culture façonne la personnalité dans son développement normal et pathologique. R. Bénédicte suggérait une origine sociale de la maladie mentale. Entre ces deux approches, culturaliste et psychanalytique, d'autres courants se sont développés et une littérature abondante concernant de nombreuses aires culturelles ont vu le jour. D'ailleurs, l'évolution idéologique depuis une trentaine d'années, y compris chez un même auteur, par exemple Laplantine, tend à tempérer les certitudes universalistes issues de la pensée psychanalytique pour laisser une place à l'influence culturelle. Dans cette perspective s'inscrivent les écrits de R. Echtman, psychiatre et anthropologue. En revanche, le psychanalyste Thénatan, tout en se déclarant disciple de G. Devereux,
critique sévèrement à la fois les psychanalystes et les ethnologues en prêchant un relativisme culturel radical qui a soulevé un débat passionné en France à propos de l'ethnopsychiatrie. Définition. Le terme ethnopsychiatrie provient du grec ethnos peuple, psukhe accent aigu âme et iatros médecine. Ainsi, l'ethnopsychiatrie se distingue de la psychiatrie, médecine de l'âme, par son large champ, médecine de l'âme chez les peuples. Selon Devereux, le terme ethnopsychiatrie désigne la science de la relation entre culture et trouble mental. Étude de la culture et de la personnalité, elle s'intéresse à la personnalité normale. Ce terme englobe la collecte de données sur les troubles mentaux dans les sociétés primitives et leur interprétation dans les termes de leur culture. Laplantine définit l'ethnopsychiatrie comme une recherche pluridisciplinaire qui s'efforce de comprendre la dimension culturelle des troubles mentaux et la dimension psychiatrique des cultures, en évitant le double écueil qui consisterait, l'un à relativiser toute la psychiatrie, l'autre à psychiatriser toute la culture. L'auteur affine sa définition selon que l'ethnopsychiatrie se situe comme axe spécialisé de la psychiatrie, ou comme axe spécialisé de l'ethnologie. Dans le premier cas, c'est une psychiatrie culturelle, une pratique clinique qui essaie de tenir compte des particularités ethniques à partir desquelles s'élaborent les différents processus psychopathologiques d'un groupe social. La psychiatrie transculturelle serait l'extension de ce champ d'investigation d'une culture à une autre. Dans le deuxième cas, l'ethnopsychiatrie est considérée comme un des champs d'investigation de l'ethnologie lorsque celle-ci se donne pour objet d'étude la morbidité psychique et la santé mentale. L'ethnopsychiatrie est considérée également par Laplantine comme une etnoscience ou une démarche scientifique qui analyse les manières dont les sociétés non occidentales appréhendent la maladie mentale, procèdent à son traitement, interprètent leurs propres conceptions étiologiques et thérapeutiques. Cette etnoscience est désignée par les termes Volkspsychiatrie, psychiatrie populaire, psychiatrie sauvage, psychiatries indigènes. Devereux a exposé une démarche métaculturelle de l'ethnopsychiatrie qui ne se limite pas à l'ethnographie d'une société, mais transcende les différences grâce à une compréhension générale de la culture, au sens d'une théorie générale de la culture, Rechtman, Ravo, 1993. Nathan, 1986, distingue trois démarches de l'ethnopsychiatrie clinique. En plus de la psychiatrie métaculturelle, il définit la psychiatrie intraculturelle où le patient et le thérapeute appartiennent à la même culture. La psychiatrie transculturelle, Devereux, ou interculturelle, Nathan, concerne la situation dans laquelle le patient et le thérapeute n'appartiennent pas à la même culture, le thérapeute connaissant et utilisant comme instrument de thérapie la culture de son patient. Devereux distinguait l'ethnopsychiatrie de l'ethnopsychanalyse. La première serait une discipline clinique susceptible de constituer le catalogue des maladies mentales quelle que soit la culture, une sorte de psychiatrie générale incluant les variations culturelles. La seconde serait une branche théorique offrant un cadre explicatif et compréhensif des rapports entre culture et psychisme. Dans le courant culturaliste, la définition de l'ethnopsychiatrie est plus nuancée que dans celui en usage chez les psychanalystes, Devereux, Laplantine, Nathan. Il s'agit d'une approche non seulement clinique, mais également herméneutique du trouble mental, qui tient compte de la culture de référence du sujet souffrant. Piusner-Appellois s'insurge contre la distinction entre une psychiatrie occidentale et une ethnopsychiatrie non occidentale, la seconde ne semblant pouvoir être définie qu'à partir de la première. On se retrouve en fait en présence d'une terminologie directement issue d'une conception ethnocentrique de la folie et d'une perspective évolutionniste implicite. Tout se passe comme si le modèle occidental tenait lieu de modèle absolu. Selon cette approche culturaliste, toute psychiatrie est et ne saurait être autre chose qu'une ethnopsychiatrie, en tant qu'elle représente un ensemble de savoirs et de pratiques inséparables d'une tradition mythique et religieuse, d'une tradition intellectuelle et scientifique, d'une organisation familiale et sociale dont les particularités influencent les relations interpersonnelles, ainsi que le mode de communication du sujet avec la sphère du sacré. Selon une perspective historique, l'ethnopsychiatrie et son évolution sont situées par rapport à la colonisation. Discipline coloniale, née de l'étonnement des médecins européens devant la psychologie de l'Africain, l'ethnopsychiatrie se définissait comme une étude de la psychologie et des comportements des peuples africains.
C'est au milieu des années 1960 que cette discipline fut supplantée par une psychiatrie transculturelle, notion plus large qui prenait acte du changement intervenu dans sa clientèle, passer de sujets coloniaux à des travailleurs immigrés et des minorités ethniques en Europe même, et que sous-tendait le désir des psychiatres de se distancier de l'histoire de leur discipline. L'ethnopsychiatrie se serait donc éteinte avec la colonisation. Cette psychiatrie du colonisé a été condamnée par F. Fanon, qui a dénoncé ses fondements idéologiques et politiques. Ce constat historique est démenti en France par le retour en force d'un discours et d'un exercice clinique se réclamant de cette discipline. Cette renaissance de l'ethnopsychiatrie post-coloniale, école de Fann à Dakar, est due à l'aspect multiculturel de la société française et à l'incapacité de la psychiatrie et des institutions sociales et juridiques à prendre en charge les pathologies et les déviances du comportement liées à la culture d'origine des immigrés. L'essor récent, médiatisé, de l'ethnopsychiatrie s'explique par sa capacité à proposer une prise en charge clinique et de la théoriser. Cette approche historique révèle une dimension politique de l'ethnopsychiatrie, qui explique les controverses issues de ces problématiques et des buts qu'elle s'est fixés. Hypothèse. Les chercheurs qui s'intéressent au comportement humain se tournent souvent vers l'anthropologie pour obtenir des exemples de comportements normal et anormal, ou adaptés et inadaptés, dans diverses cultures. Depuis longtemps, les psychiatres signalent que les variables culturelles influent sur le comportement. L'analyse de ces variables permet de mieux comprendre la controverse innée-acquis. Certains aspects de l'être humain sont innés et biologiques alors que d'autres sont modelés par l'environnement. L'interaction entre ces deux aspects façonne l'être humain. En psychiatrie, la mise en évidence croissante des facteurs biologiques a failli relativiser la place des relations dans les premières années de l'enfance comme déterminante de l'évolution. Parallèlement, certains anthropologues ont souligné le fait que l'on peut être indépendant de sa culture, et même que tenter d'étudier le comportement entre différentes cultures est un point de vue propre à une culture. L'anthropologie psychanalytique se base sur l'apport freudien de totems et tabous. La vie des ancêtres est dominée par le respect du totem, alors que la vie psychique des enfants et des névrosés est dominée par la crainte de transgresser le tabou. Il existe ainsi une relation étroite entre les primitifs, les névrosés et les enfants. Ce sont les trois profils possibles de nous-mêmes. L'enjeu de la psychanalyse est l'universalité de l'explication proposée. Vaut-elle pour toute culture ou est-elle relative à la culture qui l'a suscitée ? Roheim fait surgir la permanence de l'intelligibilité symbolique des matériaux ethnographiques, dégageant des lignes de force de l'inconscient responsable de l'universalité de la culture. Devereux affirme que l'inconscient d'une culture peut être repéré dans le conscient d'une autre culture. Ce concept d'universalité se manifesterait à travers la marche bipède coordonnée, le sourire lors des salutations sociales, les réflexes du nouveau-né normal, les tabous que sont l'inceste et l'homicide, les troubles de la pensée, la dépression et le suicide. Ces constats anthropologiques basés sur des invariants psychiques renforcent l'hypothèse de l'universalité de l'Oedipe et de l'unicité du psychisme humain. Ce fond humain qui transcende les cultures a pour dogme la primauté du psychisme sur la culture. L'anthropologie culturelle étudie les caractères distinctifs des conduites humaines, d'une culture considérée comme une totalité irréductible à une autre. Le mouvement culturaliste n'attribue pas à la nature ce qui relève de la culture, et ne considère pas comme universel ce qui est relatif. Les cultures dans lesquelles naissent et évoluent les individus étant profondément hétérogènes, l'appareil psychique se construirait à leur contact de manière éminemment différente. Bénédicte soutient que chaque culture procède d'un choix. La culture encourage, à une époque donnée, un certain nombre de comportements au détriment d'autres qui sont éliminés. Elle façonnerait ainsi la personnalité, dans son développement normal et pathologique. Le modèle de la culture s'imprimerait dans chaque individu sous la forme de la personnalité de base. L'homme est à l'image de la culture parce qu'il en est à la fois l'effet et la cause, Cardinet. Chaque société décrète sa propre norme en matière de comportement et de déviance. Il y a des anormaux dans toutes les sociétés, mais les façons d'être anormales sont variables et, en dernière analyse, culturellement déterminées. Le couple normal-anormal existe bien dans toutes les cultures,
mais la grande variabilité de son contenu rendrait caduque l'hypothèse d'une normalité universelle. Dans ce culturisme qui prime la culture sur le psychisme, l'individu est supplanté par l'être de culture. Devereux évite d'intervenir dans le débat entre les tenants de la primauté du psychisme et les tenants de la primauté de la culture, en affirmant qu'il est impossible de concevoir une culture qui ne serait pas vécue par un psychisme. Il se fonde sur le structuralisme de Lévi-Strauss en posant que l'inconscient d'une culture peut être repéré dans le conscient d'une autre culture. La thèse complémentariste de Devereux, qui repose sur la communauté d'objets entre structuralisme et psychanalyse, explique que la culture peut modifier certains aspects de la maladie mentale, mais qu'en dernière analyse, cette variabilité ne serait que l'expression de l'unité et de l'invariance du fonctionnement inconscient de l'esprit humain. Rechtman s'inscrit dans cette thèse complémentariste en dénonçant le relativisme culturel radical. Il affirme qu'une clinique psychiatrique n'est possible que si, par-delà les variations culturelles, le rapport de l'homme à la culture demeure inchangé. C'est grâce à l'universalisme de ce rapport que les différences culturelles peuvent influencer non seulement la pensée des hommes, mais aussi leur comportement et leur pathologie. L'ethnopsychiatrie col NPRE accent aigu HCNSIVE aborde la sémiologie psychiatrique des sujets occidentaux et des sujets non occidentaux à partir des significations issues de leur propre discours. Cette approche critique le réductionnisme positif des anti-relativistes, friands de lois et attachés à la vérification de leur application dans toutes les contrées. Parallèlement, l'herméneutique critique le radicalisme des culturalistes qui soutiennent l'irréductibilité des cultures pour prôner des comparatismes entre aires culturelles. L'ethnopsychiatrie compréhensive, qui s'appuie sur l'herméneutique culturelle, ne veut pas s'ériger en parascience supplémentaire, ou en une énième appellation de l'ethnopsychiatrie, mais consiste en une approche qui propose des formulations en termes anthropologiques ou des interprétations qui font revenir l'anthropologie et la psychiatrie dans le giron de l'humanité en s'intéressant au sens du discours du sujet. Intérêt et objectifs. Les objectifs de l'ethnopsychiatrie découlent de l'intérêt et de la nécessité de cette discipline dans notre monde contemporain. En 1975, Amar évoquait l'intérêt de la psychiatrie transculturelle qui se manifeste dans plusieurs directions. Ainsi, l'ethnopsychiatrie oblige, en mettant en évidence une symptomatologie plus variée, à réviser certaines constatations psychiatriques et permet de compléter la description des manuels classiques. Éclaire les problèmes de pratique médicale quotidienne qui se posent aux psychiatres exerçant parmi une population très différente de la sienne. Offre un intérêt pour l'étude de l'étiologie des maladies mentales, grâce à l'analyse des facteurs ethniques et culturels à l'origine de ces pathologies et des actes médico-légaux qui en résultent. Montre que les symptômes des maladies mentales sont modelés, d'une part par les croyances et les coutumes des populations, et d'autre part par l'attitude de la société envers les malades. Contribue à la psychiatrie générale, en apportant des éléments concrets susceptibles de modifier les systèmes nosographiques. Cette multiplicité des rôles de l'ethnopsychiatrie lui permet de se fixer les objectifs suivants. L'étude des ressemblances et des différences de la pathologie mentale en fonction des différentes cultures. L'identification des facteurs culturels qui prédisposent à la santé mentale ou à la maladie mentale. L'influence des facteurs culturels ainsi identifiés sur la fréquence et la nature de la pathologie mentale. L'étude des diverses formes de traitement pratiquées dans différents milieux culturels. La comparaison entre les attitudes à l'égard du malade mental, dans différentes cultures. Rechtman et Ravo, 1993, identifient des objectifs pour l'approche psychiatrique des cultures qui résument les buts fixés plus haut. Déterminer l'incidence de la maladie mentale, qui varie en fonction du degré de complexité de la société. L'acculturation rapide augmente cette incidence. Identifier les facteurs culturels qui interviennent dans le déterminisme et dans l'expression sémiologique des maladies mentales. Chercher comment les mœurs, les coutumes et les croyances influencent les tableaux cliniques. Ces deux auteurs définissent également des objectifs pour l'approche ethnologique des maladies mentales, en se documentant dans chaque culture sur la définition du normal et de l'anormal, l'existence même de la notion de maladie mentale, les critères qui définissent les maladies mentales,
L'adéquation des catégories occidentales de la maladie mentale avec les observations de terrain. Les façons de traiter et de gérer les pathologies mentales dans les sociétés non occidentales. Les conceptions traditionnelles savantes et profanes de la cause et du traitement de ces affections. L'approche psychanalytique, en particulier celle de l'ethnopsychiatrie prônée par le centre hospitalier de Fann à Dakar, a mené des recherches en vue d'adapter un savoir technique aux conditions locales d'exercice. Ces études ont conduit à une réflexion sur les repères structuraux de la psychanalyse, sur l'utilisation des données culturelles dans les thérapies et l'aménagement de l'espace de soins, sur la description anthropologique des cultes et des rites de possession, et sur l'étude des savoirs populaires étiologiques et thérapeutiques de la folie. L'anthropologie fournissait les grilles sémantiques et culturelles nécessaires à la compréhension d'une singularité subjective. Cette ethnopsychiatrie se fixait deux objectifs. Définir les conceptions du normal et du pathologique dans une société donnée, et utiliser ces connaissances pour permettre à un patient d'accéder au sens de sa souffrance. Quant à l'approche culturaliste de l'ethnopsychiatrie, Piusner-Appelois, 1993, définit les objectifs suivants. Une approche herméneutique du trouble mental, qui tienne compte de la culture de référence du sujet souffrant. Un rejet du modèle médical occidental, basé sur la recherche de l'étiologie au niveau de l'individu et de son ascendance, théorie de l'hérédité, et par l'obsession de l'organicité. Il s'agit de s'écarter de ce regard sur le fonctionnement interne pour s'intéresser sur celui externe, établi avec sa culture. Prenez les modèles de soins en vigueur dans les sociétés non occidentales, centrés non sur la mise à jour et la résolution des conflits intrapsychiques, mais sur la réduction des tensions à l'intérieur du groupe familial élargi auquel appartient le patient. Affirmer que la forme des troubles mentaux peut varier selon les cultures, mais aussi que dans une même culture ces troubles peuvent se modifier parallèlement à l'évolution historique. L'Occident, en découvrant l'autre, se connaît mieux en méditant à la fois sur son altérité et sur sa spécificité. Rejeter les certitudes rassurantes et les ambitions universalistes du discours occidental sur la folie, en se basant sur la diversité de la sémiologie, sur les variations de la signification des symptômes selon la culture, et sur l'efficacité thérapeutique dépendant du modèle interprétatif par rapport aux valeurs, croyances et symboles propres à la culture considérée. L'apport de l'ethnologie montre que les valeurs qui garantissent la spécificité d'une culture ne sont pas transposables d'un univers culturel à un autre. De même, les schémas interprétatifs élaborés par les sujets confrontés à l'angoisse ne sont pas forcément univoques. Ce point de vue ethnologique amène le clinicien à accueillir avec moins de résistance la diversité, l'atypicité des expressions psychopathologiques, et à comprendre le rapport d'intelligibilité qui peut être établi entre ces expressions cliniques et les valeurs religieuses de l'univers d'où parle le sujet. Dans son essor récent, l'ethnopsychiatrie prônée par Nathan est centrée sur la pathologie mentale et les déviances retrouvées chez les immigrés s'est fixée pour tâche de donner une explication ou un sens aux troubles psychiques exprimés, rétablir des relais entre la famille et le milieu d'origine, entre la famille et les scravaicis sociaux, proposer une psychothérapie individuelle ou familiale. Le Centre Georges Devereux, Centre de psychologie clinique et pathologique de l'Université Paris 8, fondé par Nadlan, s'est donné 3 missions dans le domaine de l'ethnopsychiatrie: la clinique, l'enseignement et la recherche universitaire avec des publications et des thèses issues des travaux des cliniciens. L'ethnopsychiatrie s'émancipe de la clinique pour atteindre un niveau politique dans son désir de construire une influencologie qui aurait pour objet d'analyser les différentes procédures du modification de l'autre. Cette entreprise concrète vise, au moyen d'un réseau universitaire, psychologues et psychiatres, médiatique, éditorial et socio-judiciaire, à imposer un ordre de choses dans la cité et à instaurer une norme dans la gestion de l'altérité. Un radicalisme culturaliste est ainsi prôné sur le plan politique, jusqu'à réclamer l'instauration de ghettos dans les sociétés à forte émigration. Cette extension des objectifs de l'ethnopsychiatrie dans le domaine politique entraîne, dans certaines publications récentes, la réactualisation de la problématique de cette discipline et l'émergence de controverses passionnantes et passionnées. Méthodologie. Dès 1907,
Freud eut l'intuition qu'il est possible d'utiliser un phénomène culturel observé dans une autre société comme instrument exploratoire des troubles mentaux existants dans notre société occidentale. Devereux, se légitimant dans la mise en évidence d'invariants, construit une démarche ethnopsychiatrique métaculturelle qui ne se limite pas à l'ethnographie d'une société mais transcende les différences grâce à une compréhension générale de la culture. Il existe donc un cadre théorique susceptible de rendre pertinente la distinction entre le normal et le pathologique, quelle que soit la culture. Devereux suppose une invariance du rapport normal-anormal, qui dans le contexte social, se caractérise par une dissociation franche du rapport adaptation-inadaptation. Il cherche à mettre en évidence des invariants et à démontrer le caractère universellement pathologique de certains comportements. À un autre niveau, affirmant que le chaman est un malade mental grave, Devereux tente de fonder une théorie générale de la psychopathologie qui prend en compte l'influence de la culture non seulement au niveau de l'expression des maladies mentales, mais aussi à un niveau psychodynamique, Rechtman, Ravo. En s'appuyant sur des caractéristiques de la pensée psychiatrique Moave, il explique que les données ainsi que certaines théories étiologiques et pratiques thérapeutiques de cette culture sont valables dans les termes de la psychiatrie moderne. Cette quête d'invariants oblige le clinicien en présence d'un désordre ethnique à déceler derrière l'organisation culturelle des matériaux qui lui sont fournis par son patient les processus psychologiques et le conflit intrapsychique que dissimule une symptomatologie typiquement sociale. Inversement, s'il se trouve en présence d'un désordre privé qui ne doit rien à la culture du patient, il devra rechercher la formation culturelle qui lui correspond nécessairement dans le champ ethnologique et est susceptible de l'éclairer. La méthodologie est basée, selon Laplantine, sur deux écueils majeurs qui menacent le clinicien. S'il considère l'étiologie des propos hallucinatoires de son patient comme un mécanisme de projection, une expression du délire, la confiance ne s'instaurera pas. Le danger consiste alors dans une réduction de l'altérité à l'identité, de l'inconnu au connu, qui peut bloquer la thérapie avant même qu'elle ait commencé. Inversement, si le thérapeute ratifie le contenu culturel, l'accepte comme une hypothèse et entre dans le jeu de son patient, il risque d'empêcher l'émergence des éléments intrapsychiques. D'où la nécessité d'établir un cadre métissé, dans lequel chaque élément du matériel peut être interprété selon l'une ou l'autre logique. Grâce au centre Georges Devereux, Nathan a développé une méthodologie centrée sur la question suivante: comment modifier le sujet? Comment changer une façon habituelle de fonctionner? Cette psychopathologie scientifique s'est fixée pour objet la description la plus fine possible des thérapeutes et des techniques thérapeutiques, jamais des malades. Ainsi, dans le cas d'un patient ensorcelé, la logique thérapeutique était de s'interposer, c'est-à-dire de signifier au sorcier qu'il n'était pas seul en face du patient, qu'il y avait là un troisième qui était son allié, son ténercenaire, que les forces en présence étaient équivalentes et donc le contraindre à négocier. Le patient est allé voir le sorcier, il lui a parlé, le sorcier m'a identifié, Nathan, on a communiqué lui et moi par patient interposé. Nathan, constatant l'inefficacité des méthodes psychiatriques habituelles vis-à-vis des patients migrants, s'est vu contraint de modifier le cadre technique de la psychothérapie afin d'être progressivement au plus près de leurs discours et de leurs attentes. Les aménagements techniques ont consisté dans l'introduction d'un groupe pluriethnique de thérapeutes susceptibles de comprendre et de parler l'ensemble des langues des patients, mais surtout dans l'usage régulier et dominant des théories étiologiques traditionnelles ayant cours dans les pays d'origine de ces derniers. Le recours à ces théories est encouragé par le groupe, lequel propose de multiples modèles de provenance diverses, mais pas obligatoirement connus du patient, afin que celui-ci déroule finalement sa théorie reprise et amplifiée par le groupe, afin qu'en dernière instance Nathan livre l'interprétation qui conditionne le ressort ultime de l'efficacité thérapeutique. Les concepts que le thérapeute veut véhiculer jusqu'au patient pour dénouer une situation sont inscrits sur un objet qu'on donne au patient. Cet objet n'est ni un objet transitionnel, ni un objet symbolique, il contient un concept. Il est actif par lui-même comme un médicament contenant des molécules actives par elles-mêmes 44. Nathan affirme qu'il n'existe pas stricto sensu de psychothérapie, mais seulement des autothérapies, susceptibles d'être déclenchées par des inducteurs ou des opérateurs 45.
Les inducteurs sont des fragments de discours étiologico-thérapeutiques dont l'énonciation par le thérapeute, à un moment propice du traitement et dans un cadre technique culturellement valide, enclencherait le mécanisme thérapeutique contenu dans la trame de l'explication étiologique déjà présente chez le patient. Cette autothérapie se base sur 3 postulats. Le patient possède l'explication que le thérapeute lui révèle ou lui confirme. Cette explication possède des vertus thérapeutiques. Certains énoncés d'ordre magico-religieux sont susceptibles d'enclencher le déroulement thérapeutique de l'explication. Le groupe de psychothérapeutes, de formation analytique, est confronté, en plus des mécanismes d'analyse du transfert et du contre-transfert affectif, à une modalité spécifique d'analyse du contre-transfert culturel du thérapeute, mieux gérée dans une consultation d'ethnopsychiatrie qui se déroule en groupe. Ce dispositif technique intègre 3 paramètres: l'universalité du psychisme, le codage culturel des représentations et la migration comme événement psychologique potentiellement traumatique par perte de l'enveloppe culturelle d'origine. L'utilisation de la langue maternelle du patient dans le cadre technique ne se résume pas à une traduction de langue à langue, mais introduit un témoin, co-thérapeute, qui atteste la réalité concrète d'un autre monde culturel. Ce traducteur, médiateur et co-thérapeute ne traduit pas seulement mot à mot, il atteste aussi la véracité des faits culturels évoqués parce qu'il les vit en son nom propre. La méthodologie ethnopsychiatrique du point de vue ethnologique, et non analytique comme celle analysée plus haut, est la reconstruction par l'ethnologue de plusieurs ordres. L'ordre des institutions. Ceux qui diagnostiquent par l'examen, la divination ou dans un état de transe, ceux qui interviennent dans les thérapies. La société dévoile à l'observateur tout un paysage d'acteurs sociaux. L'ordre des représentations. Diagnostiquer, pronostiquer, c'est savoir la nature du mal, le localiser dans l'anatomie telle qu'elle est conçue dans la société, l'expliquer dans la physiologie familière à tous, ou le situer hors du corps. Diagnostiquer, c'est informer de l'unité des malheurs. Trouver l'étiologie, c'est attribuer au mal sa place dans un enchaînement d'événements. L'ordre des thérapeutiques. Soigner, c'est remettre en place les représentations perturbées, édifier des barrages contre les causes de rechute. L'ethnopsychiatrie culturaliste adopte une démarche dans laquelle la diversité des expressions psychopathologiques, allant de pair avec la variété des faits culturels, oblige le chercheur à situer toute forme de discours individuel dans un ensemble plus vaste, à la fois originel et original, avant de pouvoir espérer comprendre les significations sous-tendues par les manifestations morbides. Les péripéties d'une histoire singulière ne deviennent pleinement intelligibles que si l'on tient compte des données socio-familiales et mythico-symboliques, qui lui servent de cadre d'inspiration et de référence. En psychopathologie, un symptôme ou un syndrome ne possède pas une éloquence intrinsèque. Seule une connaissance de l'univers de sens dans lequel ils prennent place peut rendre ces phénomènes intelligibles. La méthodologie de Nathan et de ses disciples s'inscrit dans un processus syncrétique. Tout en critiquant les psychanalystes et les ethnologues, Nathan utilise l'analyse pour attribuer un sens explicatif et adopte un relativisme culturel radical. Dans cette dérive, le sujet est bizarrement relégué à l'arrière-plan au profit du guérisseur avec ses séances à caractère folklorique. La méthodologie de l'ethnopsychiatrie compréhensive critique le folklorisme des culturalistes ainsi que les invariants psychiques et les déterminants structuraux des universalistes pour privilégier le monde des significations. Cette approche s'intéresse au sujet, à sa sémiologie, à sa sémantique issue des discours et des représentations autochtones, à son entourage et aux acteurs de sa thérapie. Elle consiste en une interprétation anthropologique de sa souffrance. L'ethnopsychiatre doit avoir une double compétence, psychiatrique et ethnologique. Il remplace ainsi le groupe composé de tradipraticiens, de traducteurs et d'analystes. Son interprétation serait le résultat d'une méthode discursive et dialogique avec le patient et les tenants de la tradition autochtone, afin de freiner la tendance aux projections médicales et à l'exaltation ethnologique. Cette interprétation dans une culture donnée est l'objet de comparaisons avec d'autres interprétations du même thème, élaborées dans d'autres aires culturelles. Problématique. Ce travail soulève de nombreuses questions qui tiennent à la pluridisciplinarité de l'ethnopsychiatrie. Ces questions varient avec l'évolution scientifique de cette branche de la psychiatrie et de l'ethnologie.
L'ethnopsychiatrie post-coloniale, école de Fann à Dakar, s'interroger sur le terrain à propos du devenir des problèmes concernant la mentalité primitive, sur les rapports entre l'ethnologie et la psychiatrie, et sur les variations culturelles des maladies mentales. Ces problèmes relayaient des questions qui considéraient le primitif et le fou en une même personne. Le chaman est-il un malade mental grave, comme l'affirmait Devereux à propos de la société Moave? De là à extrapoler aux schizophrènes qui seraient des chamans sans clientèle. En d'autres termes, deviendrait-on chaman parce qu'on est schizoïde, ou fou parce qu'on a la vocation chamanistique? C'est ainsi qu'il y eut dans la première moitié du XXe siècle une cristallisation de deux questions antithétiques. D'une part, les psychiatres comparaient le malade mental au primitif. D'autre part, les ethnologues, oubliant le corps, entamaient le dialogue avec les psychanalystes, maîtres en symboles. La problématique est celle du débat entre les tenants de l'anthropologie psychanalytique et les radicaux du relativisme culturel. Ces derniers contestent l'universalité de l'Oedipe, ne retrouvant que peu ou pas d'Oedipe dans les sociétés non occidentales. Ils revendiquent une primauté de la culture sur le psychisme et réfutent les invariants psychiques sous-tendant l'unité fondamentale du psychisme humain, principe fondamental de la psychanalyse. Ce débat pose des questions sur la part de la psychogenèse et de l'organogenèse dans le déterminisme des maladies mentales, sur le rôle de l'environnement socio-culturel dans la fréquence et la forme des pathologies mentales, ainsi que sur la causalité de ces dernières en tenant compte des racines psychologiques ou sociales, des facteurs déclenchants de guérison ou de chronicisation. À ces interrogations s'ajoute l'apport de l'ethnologie en termes... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.